c'est pas juste une maison en frites, quoi. Je sais pas, c'est la chapelle Sixtine de la pomme de terre. Est-ce qu'on peut conduire avec un tiers de tête? Moi, je dirais non, Non. comme ça, mais on peut pas non plus se prononcer. À base de cris et de bruits d'os qui doivent un tout petit peu se disloquer. Un nombre, mais vraiment, j'ai envie de qualifier de trop de coups de marteau dans ma gueule. Waouh! Waouh, ce générique avec des extraits de trucs qu'on n'a pas encore dit, Dedo, je Non. le trouve incroyable. Bah ouais, mais c'est parce que quelque part c'est précog, hein, on voit dans le futur et on l'amène dans le présent, c'est quand même assez fort. C'est fabuleux. Bienvenue à ce 4e épisode tant attendu par de nombreuses personnes, dont nous, même nous, on est surpris de combien de temps on met. C'est vrai, hein, 4 opus en 25 ans, c'est quand même une bonne moyenne, mine de rien. Bah, c'est mieux que Massacre à la tronçonneuse qui mettait 13 ans à faire des suites. Ouais, c'est vrai. Et après, qui a mis, du coup, qui a mis 4 ans à sortir le 3. Et tu vois, ils sont allés un poil plus vite après. Mais ça dépendait plus de Toby Hooper. Eh bien, écoutez, bienvenue Dedo, comment ça va? Écoutez, ça va. Les vacances furent très agréables, fructueuses et pleines d'entrain. Donc voilà, il y a eu des Landes, il y a eu du Sud, il y a eu du beer pong, il y a eu de la régression, il y a eu tout ce qu'on aime dans la vie en fait. Ouais, moi aussi j'ai fait un peu ça, un peu du sud. Mais toi, t'as plutôt gambadé dans la forêt, tu t'es nourri de myrtilles, t'as caressé des biches. Oh non, je suis pas allé jusqu'à cette régression-là. Je dirais plutôt que c'était une régression adolescence avec justement le beer pong qui est toujours agréable. Mais après, je suis pas revenu non plus au stade préhistorique où j'étais goûteur-cueilleur. Je suis pas arrivé là. J'espère que j'y arriverai jamais. C'est pas trop mon truc. Comment vous jouez vous au beer pong? Est-ce que vous buvez la bière qui a eu la balle de ping-pong dégueu qui est tombée dedans ou vous buvez une bière à côté? Non, non, non. On le fait vraiment, c'est-à-dire à l'ancienne. Hein, c'est-à-dire les balles tombent dans le verre. Si jamais la balle tombe dans le verre, on boit le verre susnommé. Et Et sinon, tu vois, il y a quand même une politique en ce moment de faire en sorte que ces globules blancs soient plus combatifs face à la maladie. On se dit, bah écoute, pourquoi pas, on sait jamais là. Bon, peut-être on va curer de futures pandémies à venir avec ça, on sait pas. c'est vrai que c'est peut-être le jeu le moins Covid, la balle va partout et en même temps dans tous les verres. Et donc il y a que de la bière. Vous faites pas un verre un truc, un verre un autre Alors truc. en fait, c'est que de la bière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bière. Et l'alcool avançant et la soirée de même, bah très vite tu te dis, en fait, quand tu entends la phrase, bon, il reste quoi? C'est mauvais signe pour la suite. Oui, Voilà. et d'ailleurs maintenant qu'on a atteint, alors on n'est pas milliardaire, mais par rapport à quand on était jeune, on a atteint un certain statut social qui nous permet au moins d'avoir de quoi acheter une dose d'alcool létale pour une soirée. Quand on Tout était à fait. jeune, on n'avait pas le droit. Donc Non. c'est un peu, souvent je me demandais ça jeune, je me disais mais heureusement qu'on arrête de boire quand on n'a plus assez d'argent pour en acheter d'autres, mais qu'est-ce qu'on va faire quand on aura assez d'argent? Et moi, je ne suis pas Crésus, mais je pense que je peux quand même acheter 5 bouteilles de vodka maintenant et du coup c'est très dangereux parce que la Ah soirée bah oui, oui. ne Bah, peut. disons que le jeu dure moins longtemps dans la soirée par la force des choses si jamais tu tapes à l'alcool fort. La bière permet de faire durer la compétition, d'avoir des matchs endiablés. Très vite, si tu joues à plus de 40 degrés, bon bah ça part en JO paralympique quoi. C'est vraiment tout devient moins puissant à l'image. C'est vrai que le beer pong ça vient très très vite les Jeux paralympiques. Ah bah oui, oui, oui. Écoute, eh ben, donc on est là pour on a longtemps hésité. Est-ce qu'on aurait des invités? Est-ce qu'on n'aurait pas? On va bientôt avoir des invités. On a eu beaucoup. Les gens étaient très contents d'avoir eu Seb Mélé la dernière fois qu'on a traumatisé avec Visit Oui, Tokyo. je pense Euh, que les gens sont très sadiques, hein, donc ils aiment effectivement voir des gens qui n'ont pas l'habitude de se baigner dans ce genre de lac, de les voir en train de se noyer à l'intérieur. Hein. C'est quand même très humain, malheureusement. Alors, Massacre à la tronçonneuse 2, comment c'est tombé? Eh bien, un soir, je venais, justement avec ma moitié, qui venait de me faire voir un classique du cinéma indien des années 50, ultra chiant. C'est, c'est genre sur les meilleurs films de tous les temps, il y a ce truc-là. Du coup, bah, petit à petit, on se farcit toute la liste de ces films extrêmement chiants que je peux dire que je les ai vus. Bon, bah Alors là, attends, parce que c'était du Bollywood déjà dans les années 50 ou ça non, en était beaucoup non, plus dans l'intellectuel? c'est pas Bollywood, c'est très intellectuel, c'est un film en noir et blanc sur une famille de paysans qui galèrent, très lent, très contemplatif. C'est un classique ultime, c'est une trilogie où on suit le même gars, je ne vous trouverai pas le nom, mais c'est très très célèbre chez les cinéphiles chiants. Et du coup, elle m'a imposé ça et c'était chiant, et après je lui ai dit, bon bah écoute, moi j'enchaîne, là tu le veux le voir, tu veux pas le voir, mais il faut que je me lave de ton film chiant. Donc je regarde un peu ce qu'il y avait sur MyCanal et Ciné+.
Et je tombe sur Massacre à la tronçonneuse 2. Je me rappelle que tu m'en avais parlé, donc allez, je me dis, je me le lance, je suis un peu crevé, je vais m'en mater que 10 minutes. Au pire, tu peux partir. Elle me dit, oh, je vais pas regarder ça. On le lance. Le film part tellement sur les chapeaux de roue qu'elle est restée finalement pendant 1 heure et demie. Et même moi, C'est vrai. j'ai pas senti l'heure et demie passer. Et après, je crois le lendemain, je te dis, mais pourquoi tu m'as caché ça? Moi, je suis un très gros fan du premier. Le deuxième, je pensais que c'était une merde, donc je l'avais jamais vu. Et en fait, alors c'est pas un excellent film, on en parlera. Ça dépend comment on le prend. Mais c'est un fucked up movies incroyable quand même, je Ah trouve. bah bien sûr, bien sûr. Il coche absolument toutes les cases. Moi j'ai énormément. Bon, alors pour moi déjà, l'original, le premier Massacre à la tronçonneuse, est certainement le meilleur film d'horreur de tous les temps. Par tout ce qu'il inclut. En 74, faire ça, c'est complètement fou avec un si petit budget. Arriver à ce point-là dans quelque chose d'aussi documentaire réel, on va dire, dans le format et dans tout ce que ça inclut dans la peur engendrée par ce qui se passe, plus le travail extraordinaire du son. Le film est ressorti il y a quelques temps pour les 40 ans et je l'avais vu au Grand Rex en 4K avec un travail de remasterisation complètement dingue où tu entendais les respirations de Leatherface, enfin, c'était assez fou. Et le 2, oui, c'est pour les gens qui ne l'auraient pas vu, c'est ce qu'avait voulu quelque part faire Toby Hooper dès le départ, c'est-à-dire pousser un peu plus loin le curseur de la comédie acide et noire, quoi. Donc on est en plein là-dedans. Et puis on sent que ça part vraiment dans tous les sens, mais qu'il n'a pas de limite. C'est un film signé par la Canon. Alors la Canon, ça pourrait presque être en soi un sujet de fucked up movies, sauf que là c'est une fucked up prod, tellement c'est absolument fou. Il sort 13 ans après. Effectivement, c'est plus une comédie parce que Toby Hooper voulait ça à la base, ce qui a déçu les fans. Et après, moi, je pense qu'aussi, c'est peut-être plus une comédie parce que Evil Dead 2 est déjà sorti en fait, non? Ou le 1 au moins. Donc c'est plus Ah, facile. le 1 c'est 81 pour Evil Dead si je dis pas de bêtises. Donc oui, il est sorti. Mais en fait, c'est le même chemin, c'est une bonne comparaison. Hein. Evil Dead 2 est vachement plus premier degré, même s'il y a des éléments de comédie. Et le 2, il y a un peu plus de budget et on part un peu plus. Là, on part vraiment dans des moments assumés de comédie. Mais la comédie, en fait, est pleinement assumée pour Massacre à la tronçonneuse 2 dès l'affiche, en fait. Parce que pour ceux qui ne la connaissent pas forcément, l'affiche Magnifique. originale, elle parodie celle de Breakfast Club. C'est-à-dire, on voit les 5 protagonistes dans des positions un peu badass, ce qui était déjà Breakfast Club. Breakfast Club, c'est un film sur 5 ados en retenue au lycée et ça parle de plein de choses. Mais donc voilà, on assume déjà ce côté presque parodique dès l'affiche. Donc ça donne quand même le ton. Après, les gens étaient pas prêts. Je pense qu'ils voulaient justement un truc, comme tu dis, très viscéral. Mais Hooper, dans plusieurs déclarations, disait que pour lui, il y avait quand même des éléments de comédie assumés et qu'il voulait faire ressortir. Mais les gens ont préféré choisir le côté justement plus hardcore, ce qu'on Ouais, peut comprendre aussi. en gros, ouais, pour lui, le premier était déjà marrant, mais le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'en voulant faire du marrant, il a créé le glauque. Parce qu'en fait, tu disais Ouais, que le film est séminal, mais pour le coup, Massacre à la tronçonneuse, moi aussi, c'est un de mes films préférés, tout court d'ailleurs. oui, Et aussi. mais parce qu'il invente parce que personne fera plus glauque en fait que la fin Non, de ce film. Et du coup, ça a posé toutes les bases. Bah, genre Rob Zombie, tout ce qu'il fait, c'est ça en moins glauque parce que tu n'y arriveras jamais en fait à reproduire ce grain affreux des années 70. c'est Et, ça, on sent qu'il est complètement dingue de cet univers, jusqu'à reprendre justement Bill Moseley qui joue Top Chop dans le 2. et du coup, oui, lui, il a totalement assumé les blagues sur celui-là, ce qui n'a pas du tout plu à certains producteurs à la base qui voulaient couper le film. Et puis, donc le film en final, il fait quoi? Il fait 5 millions de budget, et en gros, il fait 8. Donc c'est un peu un Ouais, bide, mais après, il marche bien en vidéo. Et puis il est devenu culte quand même. Donc, ouais, mais parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense que le fait qu'il soit tellement hors époque, quelque part, le rend intemporel. Et malgré tout, il y a presque un discours un peu avant-gardiste. Bah, ça, c'est le côté France Inter que tu vas pas aimer, mais moi, je trouve que le film est profondément féministe à voleur, en fait. ah, féministe. Moi, j'aurais dit qu'il se moquait quand même bien des rednecks, mais Ah bah oui, mais ça, c'est un peu la base. Tu sais, il est né au Texas, hein, Toby Hooper, donc il connaît un petit peu ouais, mais là, le il pousse le vice, quoi. Dans certaines citations du père, notamment, ça se voit il y a clairement un message, enfin, plus qu'affiché. Bon, Ah bah allez, oui, oui. on part sur le résumé. Ça commence par un logo de la Canon, donc déjà, on sait où on va aller. Et là, il y a un message qui explique que qui explique tout le premier film, en fait. Et que Mhm. personne n'a chopé ces gars-là, et que maintenant, ça fait 13 ans que ça continue. Donc, on est en temps réel, en fait.
Oui, d'ailleurs, pour faire un léger résumé du premier, c'est 5 personnes qui se retrouvent plus ou moins à prendre un autostoppeur dans leur bagnole qui est assez étrange. Ils se retrouvent finalement après diverses situations, devant une maison dont les propriétaires sont pas hyper sympathiques. Et on va suivre un petit peu tout ce cheminement-là. Vous imaginez bien que ça se termine moyennement happy ending. En général, dans Fucked Up Movies, c'est vrai qu'on est plutôt loin de scènes de ménage ou de la fête des voisins. Quand on va pas vraiment de rom-com. Sauf qu'il pourrait y avoir presque La Mouche, qui est pour moi une des meilleures comédies romantiques de tous les temps, mais c'est un autre discours. C'est vrai. Je te laisse reprendre. Mais souvent, quand on va chez quelqu'un, les propriétaires ne sont pas des plus accueillants. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, le monteur s'appelle Alain Jakubowicz, qui n'est pas le gars de la Lycra. Parce que quand même je l'ai vérifié, mais qui est bien. Ça aurait été fou. Ouais, je me suis dit, mais qui quoi? Donc je ne voyais pas qui c'est, l'avocat de la Lycra, là, parce que moi je me disais, mais il me dit quelque chose ce nom. Et en fait, Alain Jakubowicz, c'est bien un Français quand même, et qui a monté des tonnes de films avec Steven Seagal, il a un très bon monteur, qui a un CV, mon gars, qui te plairait. Il y a du Steven Seagal, il y a du Chuck Norris, il y a du film d'horreur. Mais c'est un Français, on ne sait pas pourquoi. Il a dû être associé à la Canon à un moment. Il a dû s'entendre avec les Noël Gloman et Goran et Globus. Et donc, le film commence par 2 tocards de frat boy dans une bagnole que j'appellerais Faux Tom Cruise et Fils du méchant de Roger Rabbit. C'est vrai. Et c'est vrai. Et je tiens juste à ajouter que par rapport, on replace tout de suite dans le contexte de l'histoire les vêtements des personnages. Ouais. Sachez que si vous voyez le film, il n'y aura rien de plus horrible dedans que le pull torsadé jaune de la bagnole du début. C'est incroyable. C'est un des plus beaux moments d'accessoirisme de tous les temps que j'ai pu voir. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs dégueux, mais ça, je vois bien Tom Savini présenter des trucs sanglants hyper gore et au bout d'un moment juste montrer le pull et les gens font ah tu vas trop loin Tom. Ah ouais, bah oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils appellent alors ils ont un petit jeu déjà d'être 2 dans une voiture pendant qu'il y en a un qui ressemble au fils du méchant de Roger Rabbit avec des lunettes bizarres et la même voix tire sur des panneaux et ils appellent la radio locale et ils font à la meuf des blagues de cul. Alors dès le début la meuf leur demande de raccrocher. Mais ça va revenir beaucoup, donc ça je te pose la question. Elle arrête pas de leur demander de raccrocher comme si elle pouvait pas le faire elle-même. C'est bizarre, je comprends pas. Bah, en fait, ils partent de ce prétexte-là. En fait, à un moment, le directeur d'antenne de la radio arrête pas de dire, ben non, ils doivent raccrocher. Alors moi, maintenant, j'aimerais savoir s'il y a des ingénieurs qui nous écoutent. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce que c'est juste une facilité scénaristique pour se dire, faut que ça reste le plus longtemps possible, donc on n'a qu'à dire que c'est ça. Ouais, après, moi, j'y connais rien. Le matériel d'époque, en 86, ça se trouve, c'était pas simple la radio. Bah ouais, mais dans ce cas, à chaque fois que quelqu'un appelait la radio, tant qu'il avait pas raccroché, il avait l'antenne, c'était relou. Ça devait être bien. La radio au Texas en 86, ça devait être incroyable à écouter si c'est ça. C'est peut-être comme ça que Diffoul est né. Il a appelé, puis Mais bon, bref, du coup, ils lui font des blagues de cul, il raccroche pas. Et on les voit foncer sur une voiture qui va sur le bas-côté, et donc ce qui nous prouve bien que c'est des bons gros connards. Et on se dit, tu vois, des fois dans les films, il y a les gens qu'on veut pas qu'ils meurent, et ceux qu'on veut qu'ils meurent, et là, eux, on veut qu'ils meurent, vraiment, tout de suite. Oui. Et donc juste après, on les voit, ils sont en train de rouler, il fait nuit sur un pont, il y a un gros truck devant eux, et qui se met devant eux et les empêche de bouger. Et ce truck part en marche arrière, pour les suivre. Donc ils commencent à bien flipper. Et effectivement, qui est dans ce gros camion? Les 2 frangins fous de Massacre à la tronçonneuse, donc Leatherface. Enfin, on voit pas au début, mais on voit juste un espèce de pantin désarticulé à l'arrière avec une tronçonneuse. Ouais, en fait, c'est on dirait une sorte de costume en épouvantail squelette, quoi. On se dit, on sait pas trop ce que c'est flippant, mais ça marche bien. Ouais, alors. Et effectivement, le gars tire et on voit pour la première fois le visage de Leatherface qui est juste derrière. Et du coup, alors je sais pas si tu le sais ou si on le dit pas tout de suite, mais en gros, cette espèce de pantin derrière lequel il y a Leatherface, c'est en fait le corps d'un des gars qu'ils ont buté en 73. Tout à fait. Bon bah du coup tu l'as dit. Moi je pensais qu'effectivement on se le gardait pour la fin, mais on sentait effectivement le corps momifié. Alors après on se dit, est-ce que c'est de la déco? Est-ce que les gars ils ont été bons en EMT ou en techno à l'école et du coup ils ont un petit peu la main pour faire ce genre de petits pantins désarticulés? Et non, effectivement, c'est du vrai, mais ça fonctionne parce que ils se sont vraiment dit, bon, nous on fait peur, c'est une chose, mais qu'est-ce qui pourrait faire plus peur que nous? Et ils se sont dit, tiens, on va une double couche, et c'est bien vu en fait, c'est une vraie double couche de peur, quoi. Derrière t'as ça, et juste derrière t'as le gars avec la tronçonneuse plus son masque en peau d'humain.
ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien pour bien faire flipper. D'ailleurs, ils ont rappelé la DJ qui en a marre de les entendre et du coup, on entend tout l'accident en direct. Et donc, là, Leatherface, quand on voit que c'est lui, commence un petit peu à s'amuser avec sa tronçonneuse, donc un petit coup sur le toit, un petit coup sur la vitre. Et au bout d'un moment, il commence à y avoir plus de portes, plus de toit. Donc, c'est vraiment toute la place est libre pour un peu découper le mec. Et à un moment, ça manque pas. Le fils du méchant de Roger Rabbit regarde à côté le conducteur qui a plus l'air tout à fait frais. Et on se dit, tiens, dis donc, il conduit plus, les yeux répondent plus, quoi. Michel, il conduit plus très très bien, c'est vrai. Mais le fait est que la conduite un peu folle est aussi due justement à la peur et à la menace de la tronçonneuse. Mais en même temps, la menace n'était pas qu'une menace, vu que le conducteur se retrouve amputé d'un bon tiers de sa tête en latéral, ce qui occasionne pour la première fois donc des très beaux effets spéciaux de Tom Savini, qui est un peu le spécialiste du gore. Qui a bossé avec Romero entre autres et qui a donné sa patte justement à ces effets très visuels et graphiques, donc des gerbes de sang qui giclent d'un visage vraiment découpé en diagonale, et par la force des choses ça occasionne forcément une conduite digne du chauffeur de Lady Di, donc ça loupe pas, c'est ce que je dans la rue. Te demander. Moi je n'ai pas le permis, est-ce que tu disposes de cet outil? Pas du tout. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je respecte quelqu'un qui arrive à faire quelque chose d'une immense masse en bitume enfin, pas vraiment en bitume, en titane. Donc moi, je suis là de base, je dis bravo quoi qu'il arrive. Et donc, on ne peut pas se prononcer de manière sûre à 100% est-ce qu'on peut conduire avec un tiers de tête. Moi, je dirais non. Comme ça, mais on peut pas non plus se prononcer. Après, on ne sait pas. Moi, je pense que tout dépend le tiers qui est amputé, en fait. Parce que là, c'est vraiment un tiers haut. Donc, du coup, le tiers, si c'est le tiers bas, tu vois, si c'est jusqu'au nez, peut-être que c'est encore jouable. Mais dès que ça touche au cérébral, à mon avis, sur les réflexes, t'es tout de suite un peu moins aiguisé. C'est normal. Ça, je pense qu'on se trompe pas là-dessus. Après, si Michel Simès nous écoute, je veux bien qu'on ait une confirmation. Oui, écoutez, ou des conducteurs, mais en tout cas, fait est qu'il conduit moins bien et donc qu'il se bouffe. Il va dans le mur, quoi. Enfin, il va la voiture se retourne et tout ça, donc, on entend tout ça en direct à la radio. Donc, et la fille commence à avoir peur et puis il y a un mec qui est le DJ de la radio qui reconnaît le bruit d'une tronçonneuse. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Donc, il doit un petit peu, vu qu'il est bizarre lui aussi, on se dit c'est bizarre que tu reconnaisses autant. Et alors, il y a un jeu de mots en anglais, je sais pas si c'est le même en français, mais ils disent they just cut out. Ils ont raccroché. Mais oui, bon. alors je sais pas, moi je l'ai vu qu'en anglais aussi. Donc moi, voilà, je replace aussi le contexte que j'ai de mon amour pour Toby Hooper. J'ai la collector d'Arrow en Blu-ray du 2. Ouais. Qui est une des meilleures copies qui existent, même s'il y en a une autre qui est ressortie il n'y a pas très longtemps, et je l'ai dédicacé de Toby Hooper lui-même, parce qu'il avait fait une dédicace à Album à Paris, une boutique à l'époque de comics, mais aussi beaucoup de DVD Blu-ray Laserdisc. Donc voilà, c'est une de mes plus belles pièces, et je suis très content qu'elle ait été marquée par le sceau de son initiateur. Voilà, comme ça, en passant, mon amour est déclaré. Voilà, quand dans tes vieux jours, quand plus personne voudra écouter nos blagues et qu'on sera pauvre, t'auras toujours ça. Mais oui, quand tu dis nos vieux jours, c'est donc en 2024 à peu près. En gros, pour toi. Ouais. Juste après, donc, non mais je notais juste le jeu de mots des Just Cut Out. À mon avis, il y a un jeu, parce que vu que c'est des blagues, je me demande s'il n'y avait pas un jeu de mots. Juste après, on rentre dans, pour moi, ce qui fait tout le film, à savoir Dennis Hopper qui a un gros chapeau. Donc... Mais c'est pas un gros chapeau. On a l'impression vraiment que ce chapeau est fait en immeuble. C'est vraiment massif, d'une couleur uniforme totale. On dirait un chapeau en bois. C'est assez impressionnant. Déjà, Dennis Hopper est marrant. Il est fou. Moi, c'est mon fou de film préféré. Il me fait hurler de rire dans Speed. Il me fait hurler de rire dans Blue Velvet. Et il me fait marrer aussi dans Apocalypse Now. Enfin, il est toujours marrant, en fait. Il est toujours fou. Il est toujours incroyable. Il est très bien aussi dans Land of the Dead. À un moment, c'est le méchant du 4e volet de Romero. Et il joue toujours un peu ce rôle-là de mec complètement azimuté, prêt à snapper n'importe quand. Et il le fait très bien. Et effectivement, il le fait parce que il le dit rapidement. En fait, il veut venger quelque part la mort de son frère, de deux personnes. Je crois qu'il n'y a pas que son frère aussi. Il y a 2 personnes concernées sur les 5. Et donc en fait, oui, il est là sur la scène du crime et tous les flics le reconnaissent en disant t'es encore là, tu fais chier, et on reconnaît
Le gars qui est obsédé, hanté par une affaire, avec tous les flics du coin qui disent arrête de dire que c'est un serial killer, que c'est les mêmes. Bon, comme d'hab, comme dans tous les films comme ça, il y a un gars qui a tout compris et tout le comté, le FBI et les shérifs autour pour lui dire que c'est qu'un gros con et qu'il a rien compris. En gros, ça arrive dans tous les films. C'est vrai. Là, il y a un mec qui lui dit bon, je te sors de l'affaire. Là, Denis Hopper. Ah, je te perds. Ouais, tu m'entends? Ouais, là je t'entends. Il y a Denis Hopper, le mec lui dit je vais te sortir de l'affaire, tu nous fais chier, tu dois te casser. Denis Hopper allume une clope, le regarde en lui disant tu vas rien faire du tout, et le gars tout de suite dit ouais c'est vrai t'as raison, je suis qu'une merde. Donc, et donc il lui dit il va convaincre et ouais il va le convaincre le flic de parler de l'affaire dans les journaux afin que plein de gens pour faire un appel à témoins en fait. C'est ça, ouais, il essaye en fait de faire en sorte que ça puisse ressortir et qu'il puisse avoir des éléments autour de tout ça, quoi. De manière un peu désordonnée malgré tout, parce que ça reste Dennis Hopper, hein, faut pas l'oublier. Et qui est fou. Et il se trouve que coup de bol, le truc a été enregistré en direct à la radio, quand même, c'est vraiment bien. Du coup, il y a la meuf qui a, elle, tout ça sur cassette, qui va à la rencontre de Dennis Hopper et qui lui dit hey gros, j'ai une cassette où il y a tout le truc. Pour quelqu'un qui est sur l'enquête depuis si longtemps, il devrait sauter sur l'occasion et il lui dit juste va te faire enculer, j'en ai rien à foutre, je fais ça tout seul. Ce que je comprends pas trop, mais bon. Mais parce qu'il a pas confiance. Et la plupart du temps, quand tu deviens un peu fou, je pense que tu t'isoles et que du coup, à force qu'on te dise tout le temps mec, t'es taré, tu dis ah ouais, je suis taré, bah vous allez voir si je suis taré quand j'aurai résolu l'affaire, bien tout seul sans l'aide de personne. Donc là, on lui apporte sur un plateau des éléments qui font que c'est moins glorieux pour lui. Donc, et après, il est peut-être aussi en descente de speed. Donc, tout en même temps, c'est pas simple. Ouais, c'est sûr que lui, il y a vraiment toutes les drogues du monde dans cette. Alors, je vous ai pas dit, elle va le rejoindre dans un espèce d'hôtel qui est bondé parce qu'en fait, c'est un gros week-end connu au Texas où il y a un gros match de foot et du coup, il y a plein de gens qui viennent. C'est pour ça qu'il y avait les frat boys. Et du coup, la meuf est dans un hôtel bizarre pour couvrir la grosse réunion qui se passe au Texas. C'est le concours de chili. Ça a l'air très important. Et Oui. donc, elle se retrouve dans un hôtel avec le DJ dont je vous parlais tout à l'heure, qui est son pote, quoi, son collègue. Ils travaillent ensemble à la radio. Et elle le voit en train de faire une superbe sculpture de frites au restaurant. Oui. Bah, c'est pas, moi, c'est pas enfin, c'est pour ça que si les gens doivent voir le film, c'est un des moments que vous devez de voir et qui vous oblige à le voir à tout prix parce que c'est pas juste une maison en frites, quoi. Je sais pas, c'est la chapelle Sixtine de la pomme de terre. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait avec. J'ai jamais vu ça. Non, tu te dis, mais pourquoi tu continues la radio si tu es capable de faire un truc pareil? Il y a des émissions sur des dominos, c'est sûr, il y a des émissions sur des constructions en tubercules. Fais-le, tu vas devenir riche. C'est effectivement facile top 1 des sculptures en frites que j'ai vues dans des films de ma vie. Vraiment. Ah ouais. Vico doit se retourner sur lui-même en ayant vu ça, quoi. C'est sûr et certain. Et du coup, ça la touche un petit peu. Elle fait oh, je sais plus comment il s'appelle. Oh DJ, je sais plus comment elle l'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Et... c'est pas Lefty? Non, Lefty, c'est le nom. Ah non, Lefty, c'est Dennis Hopper. Putain, je sais plus comment elle l'appelle. Mais en gros, elle fait oh. So you, c'est tellement toi, tu fais je t'adore, t'es mon pote, tu fais des trucs en frites. Bon, tout ça, on comprend bien ce que c'est. Ce gars va mourir et on a besoin qu'elle soit un tout petit peu attachée à lui, parce que c'est vrai que depuis le début du film, elle lui gueule dessus. Donc on n'avait pas trop le lien entre eux. Ouais. Bon, là, on a compris, elle l'aime bien. Donc, il y a le concours de Chili et c'est le même mec que l'année dernière qui gagne. Et est-ce que ce gars, on l'avait déjà vu dans le film d'avant? Non, on est d'accord? Ah bah oui, si, voilà, c'est le père. Exactement, c'est le père qu'on voit dans Massacre à la tronçonneuse. Donc dès que tu le vois, si tu as un petit peu le background du premier, tu sais que lui, par exemple, c'est quelqu'un qui vaut mieux éviter d'inviter chez soi ou même d'aller chez lui, c'est-à-dire l'éviter tout court. Et quand on lui demande c'est quoi le secret de son chili, comment ça se fait qu'il est aussi bon depuis de nombreuses années, il dit c'est la viande. Et on comprend très bien que c'est de la viande d'humain. Voilà, là... Ah bah oui, c'est vrai qu'il dit tout est dans la viande, c'est une belle phrase. Mais en même temps, tu vois, pareil, c'est un film à message, parce que si t'es végétarien, t'as très peu de chances de manger tes congénères sans le savoir. Donc tu vois, ça prouve que quelque part ils ont peut-être raison. En tout cas, ils ont plus de sécurité maintenant. Les steaks vegan, c'est tellement dégueu que ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens dedans, des gens pas sympas. Mais... Ah, c'est un long débat, ça. Ça, c'est un long débat qui va nous valoir des red flags, à mon avis, en commentaire. Non, si je sais comment ça goûte, comme disent nos amis québécois, c'est parce que j'en mange souvent de par ma femme. Vous le savez, ceux qui me suivent. Donc, alors attends, c'est quoi la marque hyper connue et apparemment la plus performante Beyond Meat.
Alors, est-ce que Beyond Meat, c'est vraiment au-delà de la viande Non, ou pas du tout? Non, c'est très bon. C'est très bon. C'est très gras. C'est très très gras. Mais c'est très bon. C'est très cher aussi. C'est au plus cher que bon. Et plus Ok. gras. C'est plus gras et cher que bon, mais c'est pas bon. C'est vraiment pas mal. J'ai envie d'appeler un film comme ça. C'est plus gras que cher, pas bon, mais c'est bon quand même. C'est un très bon titre. Mais non, mais je dirais pas du mal de Beyond Meat. Non, non, j'en mange. Si je te fous ça dans un burger avec le ketchup et tout, tu te rendras pas compte. Je ne me rendrai pas compte. Bon, très bien. Euh, donc voilà, là il y a une grosse scène qui arrive puisque Dennis Hopper va dans le magasin de tronçonneuses et il va les tester une par une. Ça, c'est fou. Parce que c'est vrai que cette scène-là, elle est assez dingue. Il arrive chez une sorte de, je sais pas, un quincailler un peu redneck. On va définir ça comme ça. Mais le rayon tronçonneuse, c'est vraiment, c'est une vision paradisiaque pour quelqu'un de Canadien, j'imagine. Tu vois, c'est vraiment un moment digne d'un porno pour bûcheron. Il se met à en essayer une sur un tronc d'arbre en sortant, bah, comme pour exorciser un peu son trauma, hein, en fait. Mais c'est assez impressionnant parce que c'est une scène assez forte. Déjà, tu le vois jubiler de voir ça parce que ça doit aussi lui rappeler des souvenirs. Mais lui, il est un peu pris dedans et donc il y va vraiment à fond sur le tronc d'arbre à mettre des coups en pétant les plombs. On dirait qu'il s'entraîne pour le championnat du monde de cure-dent. Il est très énervé. Et il découpe et on sent toute la folie du personnage à ce moment-là qui peut basculer d'un côté comme de l'autre, hein. On se dit, bon, si d'un coup il se met finalement à lui aussi partir dans le camp des bouchers, ça m'étonnerait pas plus que ça. Donc c'est un peu pivot malgré tout. Ah Et oui, très oui, intéressant. et très drôle effectivement. Donc il en teste une, deux, après il en a deux dans chaque main. Là tu dis ah, ça c'est pas normal là. Mais et Ça m'a rappelé, ça m'a rappelé un peu ce moment, alors du coup pas que avec des tronçonneuses, mais ce moment un Tarantino. peu Pulp Fiction. Ouais, Ben ouais, oui, ouais, c'est ce que je complètement, voulais hein, te dire, bien sûr. évidemment. C'est la scène où Bruce Willis. Alors avant j'avais l'ordre dans la tête, mais je crois que ça fait marteau. Je sais qu'il y a un marteau, une batte. Marteau, batte, tronçonneuse, sabre. Ouais, je crois que c'est ça, Je crois exactement. que c'est ça, hein, Et ça finit par le sabre, évidemment. évidemment. Ça manque d'ailleurs une petite scène de tronçonneuse dans un film de Tarantino, espérons qu'il fasse ça dans le dernier. Ah, ça viendra. Moi, je pense que tout n'est pas terminé. On a eu le lance-flamme, on a eu beaucoup de sabres, on a eu du marteau, pourquoi pas. Ah, moi, je suis pour, hein. Moi, je suis pour qu'on pousse Mais le attends, curseur mais au plus. regarde, on a peut-être trouvé un truc là, dans le Tarantino-verse, parce que il nous a fait. Donc il nous montre les quatre dans Pulp Fiction. Donc le marteau, on l'a vu dans Django, il défonce un gars à coups de marteau. Ah, Là, le sabre, on l'a vu dans Kill Bill. c'est intéressant ce que tu dis. On a vu la batte dans Inglourious Bastard. Tout à fait. Donc, Ah, il manque la tronçonneuse, hein. donc ça va arriver. Bah, en plus, il pouvait pas vraiment y avoir de lance-flamme chez ce gars-là parce que ça aurait été un tout petit peu trop à ce moment-là de l'histoire. Mais du coup, tout est pas fini. Mais tu sais, moi, j'espère que après, pour moi, Hateful Eight, les 8 salopards, est déjà quelque part son film d'horreur parce qu'il a toujours dit qu'il aimerait en faire un. Mais si vraiment, d'un coup, on m'annonce un jour que Tarantino veut se pencher sur la saga de Leatherface, je pense que ça sera assez fou, quoi. Il terminera pas là-dessus. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ce qui pourrait être son dernier film, que ce soit un Star Trek ou d'autres histoires. Mais ouais, moi j'aimerais beaucoup qu'on ait une tronçonneuse chez En Tarantino tout pour cas, faire je ça. crois qu'on vient de percer un bout du Tarantino-verse. Là, il est obligé parce qu'il a fait toutes les autres armes. Là. Donc, Non, mais c'est fou. Si là, on peut être repris par des podcasts cinéma très huppés, ça, tu viens d'avoir une théorie qui, je pense, est absolument forte. merci. C'est vrai que Ouais, je suis ouais. très Tarantino en ce moment. Je viens de finir le bouquin de Once Upon a Time in Il faut Hollywood. que je le finisse aussi, moi. Donc effectivement, il massacre un arbre parce qu'il essaie de voir avec quel genre de tronçonneuse on peut buter des trucs. Et il y a le vieux du magasin qui fait il est chelou ce gars-là. Et à un moment, il commence à devenir hystérique, le vieux. Et à un moment, on dirait presque qu'il aime bien ce qu'il est Ah en ouais, train de ça le voir. chauffe. Je pense que ça le chauffe un peu. Ouais. Ah, tu sais, il a que des tronçonneuses chez lui, donc quelqu'un qui sait très bien la manier, ça doit un petit peu jouer dans sa périphérie cérébrale de il maîtrise l'objet. J'aimerais qu'il le maîtrise encore mieux, peut-être face à moi. On ne sait pas. On va pas aller fouiller dans la psyché de tous les personnages secondaires, Oui. sinon on va passer 8 heures dessus. Oui, c'est compliqué vu la perversité du film et des gens qu'il y a dedans. Alors, là, Denis Hopper va à la radio quand même, parce qu'après avoir envoyé chier la fille, il décide qu'il a besoin d'elle et il lui explique qu'il faudrait qu'elle passe son espèce de cassette à la radio très souvent. Là, elle lui dit, mais je peux pas faire ça, il y a des règles. Et il dit, tu plies les règles, on s'en fout. Et en gros, elle fait ça comme si c'était une requête des gens qui lui disent hey, tu pourrais pas passer le meurtre de je sais pas quoi. Et donc elle le passe toutes les heures. Et là, évidemment, les deux boys qui ont tué
des personnes, hein, manifestement, et ben elles se rendent compte que c'est ça. Donc ils appellent leur père qui avait un téléphone dans son camion, quand même, tout content. Il est là avec sa coupe de chili, tout content d'avoir gagné. Et les mecs lui disent allume la radio, tu vas pas croire ce qui se passe. Alors d'habitude dans les films quand c'est un truc comme ça, c'est que c'est des mecs qui viennent d'écrire une chanson et ils sont contents que c'est la première fois qu'ils passent à la radio. Là, le père, alors c'est bizarre parce qu'il reconnaît immédiatement, c'est-à-dire qu'au bout de 1 seconde de son de tronçonneuse, oui. il dit ah c'est un meurtre de vous en direct, ce qui n'a pas de sens, mais bon. Il le connaît quand même, son Booba, il le connaît. Il sait très bien, son fils, que c'est quand même son arme de prédilection. Ça c'est mon ptio, ça c'est mon gamin, ça. L'analogie, elle est bonne. Hein. En fait, c'est comme s'ils entendaient une chanson et c'est comme si, en fait, c'est une chanson qui passe à la radio. C'est eux qui l'ont écrite, cette chanson, mine de rien. C'est une chanson sonore, mais ça reste quelque chose qui s'apparente à de la musique quelque part. Après, on n'est pas très loin. Hein. Par rapport à la musique qu'on écoute parfois, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Bien sûr. Et du coup, les gars se disent, sûrement sur ordre de leur père, mais ça on l'entend pas, on va aller voir cette connasse de la radio et peut-être lui faire très très mal. Du coup, elle est à la radio, la meuf, elle se retrouve seule parce que son pote DJ qui a plus ou moins essayé de la brancher en lui disant hey, tu veux pas aller venir bouffer, on sent quand même qu'il aimerait bien la baiser. Oui. Elle lui dit non. Il lui dit ah tu vas aller voir Lefty, donc il est un peu jaloux de Dennis Hopper et puis il la laisse seule. Et là elle est seule et à un moment elle entend des bruits et il y a un gars bizarre sur un canapé et qui est donc je pense un de tes persos préférés du film, le frère fou. Je te laisse l'introduire. Ah, comment le décrire en le rendant fidèle à ce qu'il évoque? Je sais pas. En fait, ça pourrait s'apparenter à une sorte de version de Pascal Obispo hippie. Je sais pas si tu corrobores. Tu vois, qui aurait beaucoup trop forcé sur l'acide, en fait, un petit peu. Donc, il y a une sorte de. Il y a un peu de cheveux très aléatoire. Il y a un peu de Steve Urkel. Il y a un peu. Oui, c'est vrai. Je prends aussi Steve Urkel pour ceux qui ont la ref, sans les bretelles, hein, du coup, mais malgré tout avec un cintre. Hein, donc, parce que. Eh ben écoute, il se balade avec un cintre qui fait chauffer avec un briquet pour se gratter, on ne sait pas trop quoi. Moi je sais que la première fois, je me demandais si c'était pas de l'oreille, tu vois, du nettoyage d'oreille. Je me suis dit pourquoi, peut-être pour ramollir le cérumen, tout ça. Oui, mais il s'avère que attends, on verra vite ce que c'est, mais avant qu'on comprenne ce que c'est, on sait qu'en tout cas, il lèche le bout du cintre après. Donc c'est vraiment dégueu. On est vraiment ignoble. Écoute, après, moi, je connais pas vraiment quelles peuvent être les coutumes texanes. Donc, ça se trouve, je me dis, c'est peut-être un truc à eux, tu vois, un rapport au fer chauffé qui est assez particulier. Donc, j'ai pas voulu juger. J'ai pas envie de tomber dans cette catégorie-là. Jusqu'à un certain turning point, je lui laissais le bénéfice de doute à ce garçon. Je me suis dit, bon, il dit qu'il est très fan de la radio, qu'il est très fan de... Il veut juste une chanson, lui. Hein. Ce qu'il demande, en fait, c'est qu'on passe une chanson de son choix. Oui. Donc, jusque-là, tu te dis, bon... C'est peut-être un gars qui est en montée de beaucoup de périphérie de drogue. Laissons-le faire. Alors elle est un peu inquiète et par la suite, on sent qu'effectivement cette inquiétude était peut-être avérée. Je te laisse prendre le relais. Puisque donc la chanson qui demandait c'était La Boulette de Diams pour ceux qui se demandaient. Et non, à un moment donc il se rapproche. On se dit bon il va la dézinguer et là qui sort d'un coup une entrée fracassante. Leatherface arrive d'un coup dans le cadre avec sa tronçonneuse, évite la meuf mais lui montre qu'il est bien là et fait ça, je sais pas ce qu'on appelle ça, la Leatherface Dance, le Leatherface Move, cette espèce de truc célèbre que j'adore. Moi aussi. Trop content de le revoir, cette espèce de truc où il met la tronçonneuse au-dessus de sa tête et il fait une espèce de pas de danse bizarre complètement fou. En fait, c'est une alternance de petits pas gauche-droite, hein, on peut appeler ça comme ça pour le décrire visuellement. Et effectivement, moi, de mon point de vue, c'est bien meilleur que toutes les célébrations de Fortnite réunies. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Ça t'arrive de le faire sur des dance floors? Mais écoute, en fait, si les gens connaissent pas le pas, ils peuvent se retrouver un petit peu interlopes. Mais je trouve que le pas est vraiment incroyable. Et si les joueurs de l'équipe de France qui arrêtent pas de faire ce genre de truc à la con matent le film, moi je suis pour qu'ils le fassent une célébration, au moins une. Ouais. Tu vois, ça, au moins pour la Coupe du Monde, tu vois, avant qu'il se fasse sortir en 8e, mais on sente quelque chose de célébrer justement ce personnage en couleur. Moi, ça me ferait plaisir. Ça sera pas Giroud apparemment. Mais écoute, si Mbappé le fait, ça deviendra mon joueur préféré. Mais écoutez, je vais laisser ça à votre équipe de traîtres que vous avez suivi la dernière fois quand votre première équipe s'est fait éliminer en 8e. Monsieur s'est rabattu sur l'Italie. Donc là, on va voir qui vas-tu supporter cette année. On verra. On va vous laisser cette célébration à vous les Italiens puisque vous êtes les plus beaux, les plus forts manifestement.
très grave d'avoir dit que c'était pas mon équipe première. Très, très grave. Je vous entendais pas trop parler de l'équipe de France, et puis dès que l'Italie est allée loin, alors là, oui, l'Italie par-ci, l'Italie par-là, on vous a vu, Ouais, monsieur Dedo. bah oui, mais parce que je parle très peu de l'équipe de France, c'est vrai. Hein. Je suis avant tout italien footballistiquement parlant, donc c'est pour ça. Et donc il arrive, il est flippant, il fait le dance move. Alors, j'en parlerai, bon, je vais en parler dès maintenant. J'étais très content de le voir. J'avoue qu'ils le surutilise dans le film. Franchement, franchement, ils le font trop. Mais tu sais, c'est un gimmick, hein. À un moment, c'est comme tous. Quand t'as un truc qui marche, tu sais, tu te dis, allez, je le lâche, comme ça, les gens, ils sont contents. Et puis, au bout d'un moment, tu sens que ça devient trop une signature et tu te dis, ah, c'est dommage. On parlait de foot, tu vois, c'est Ronaldo qui se retourne avec les poings tendus, Ouais. là. Tu te dis, bah, tu l'as trop fait. Moi qui suis trop fan, même moi, si à un moment je me dis, non, là, ça fait quand même 4 fois de suite qu'il le fait. Mais bon. Je les ai pas comptés, mais il doit bien le faire une dizaine de fois dans le film. Ouais, franchement, il le fait trop. Mais après, il y a aussi ce côté humour de répétition. Hein. Au bout d'un moment, tu te fais attraper sur le 10e, t'es là, tu te dis, ah putain, non, si, c'est marrant. Il a raison. Ça me fait rire. Du coup, elle s'enferme dans la pièce, dans une pièce du fond. Leatherface arrive, elle a le temps de fermer, mais il déboule et il prend un grand coup d'extincteur dans la gueule. Pendant ce temps, non, ouais, il prend un grand coup d'extincteur dans la gueule. Et là, du coup, elle peut s'enfermer. Ouais. Et Ce qui n'a pas vraiment de sens d'ailleurs. Hein. Si vous cherchez de la cohérence scénaristique dans ce film, il faut vraiment vite éteindre la télé parce que ça part vraiment dans tous les sens, comme on l'a expliqué plus tôt. Mais cette porte derrière laquelle elle se cache rappelle fortement, pour ceux qui le connaissent bien aussi, c'est la même porte que dans le premier où justement les gens sont enfermés. Et ça n'a absolument pas lieu d'être dans une station de radio. Hein. Cette pièce-là ne devrait pas exister. Elle est là pour vraiment les bienfaits de cette personne. Et du coup, en attendant, LG est arrivé, c'est ça le nom de l'autre mec que j'avais noté, Oui. LG, et il tombe sur les deux fous. Donc il se dit, ah tiens, il s'est passé des choses quand même. Du coup, ah non, alors, juste avant, quand elle fait tomber, quand elle met un coup d'extincteur dans Leatherface, il tombe, et c'est là que ça fait tomber ce qu'on se rend compte, le frère fou a un toupet en fait. Voilà. Et c'est là qu'on voit que ce qui grattait depuis le début, c'est une putain de plaque de fer qu'il a dans le crâne depuis qu'il s'est fait blesser au Vietnam. Exactement. Et c'est d'ailleurs son obsession totale dans tout le film. C'est le perso justement un peu emblématique qu'on pouvait avoir dans cette période 80s des personnes qui reviennent du Vietnam. Mais là, on le tourne un petit peu en dérision, justement sur ce côté caricatural du gars qui parle d'Ho Chi Minh, enfin qui mélange tout, qui balance plein de batailles justement hyper célèbres, mais dans un côté hyper grand guignol. Donc ça fonctionne bien et ça donne de l'épaisseur au personnage. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour pour cette personne. C'est vrai, on en a tous. Et donc LG arrive, tombe sur un mec qui est chauve et qui a une plaque et Leatherface, pas meilleur accueil. Et du coup, bon, bah là, il décide de montrer un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre et de lui mettre un nombre. Mais vraiment, j'ai envie de qualifier de trop de coups de marteau dans la gueule. Il y a beaucoup trop. C'est-à-dire que normalement, un coup de marteau dans la gueule, ça te sèche. Alors, il est costaud le LG, hein, parce qu'il en prend quand même beaucoup. Il en prend beaucoup, mais après, tu sais, cette famille-là mate peut-être aussi, malgré tout, des films d'horreur tout en participant à ce courant dans la vraie fausse vie, on va dire. Et on sait très bien que dans les films d'horreur, si tu termines pas le job, il y a des chances que le perso se relève. Donc moi, je trouve ça malin d'y aller jusqu'à ce que vraiment tu te dises, à mon avis, c'est bon. Voilà. Tant que t'as pas dit, à mon avis, c'est bon, tu continues. C'est ma philosophie. Oui, mais d'ailleurs, c'était pas bon. Et du coup, il va, là, Leatherface va rechoper la meuf dans un coin et là, il y a un moment de comédie ou de pas comédie qui est un peu bizarre, mais en fait, j'ai compris, c'est King Kong qui est amoureux de la femme, il est amoureux, il n'arrive pas à la tuer en fait, il n'arrive pas, il n'y arrive pas. Et du coup, il y a un moment, alors un peu sexe, où il a sa tronçonneuse entre ses deux jambes. Oui, bah c'est le moment freudien, hein, on va dire. Il fait des bruits super gênants. Ce moment-là est hyper glauque. Je peux pas vraiment vous le décrire si vous l'avez pas vu, mais c'est vraiment glauque. Il fait des bruits chelous. Elle a la peur. Elle lui dit. Oui, puis il fait tourner un petit peu sa langue sur ses lèvres. Enfin, Ouais. tout est vraiment. On est vraiment dans le cliché de. C'est un moment c'est pas Nutella, quoi. Il faut vraiment aller ailleurs à ce moment-là, partir. Mais comme elle est enfermée avec une tronçonneuse pile dans l'angle vaginal, effectivement, elle se dit, bon, je vais peut-être rester le plus calme possible. De tous les endroits, et ça je pense que ça peut être intersexe, où on ne veut pas une tronçonneuse, je dirais que l'autre jambe est pas mal.
Je pense qu'effectivement, ça c'est assez universel. Du coup, elle essaie de l'amadouer un peu en plus pendant qu'il se lèche les lèvres. Elle lui dit t'es le meilleur, you're the best. Donc c'est très bizarre. Et puis là, il se met à tout casser. Et là, pareil, je croyais qu'il était bête, mais en fait non, il veut faire croire à son frère qu'il l'a bien tué. En gros. Ouais, on peut voir ça comme ça parce qu'il la protège. Mais il y a pour moi un autre moment en tout cas moi, de mon point de vue d'analyse que j'ai senti. À un moment, il essaye justement, malgré tout, de la faire repartir, la tronçonneuse, et elle démarre pas. C'est pour moi un peu le moment charnière parce que tu sens que là, on a vu donc que Leatherface tombe amoureux de la fille, mais il perd un peu symboliquement ses moyens pour moi parce qu'il essaie de redémarrer la tronçonneuse, il n'arrive pas à faire ce qu'il avait envie de faire, sachant que cette tronçonneuse est quand même un prolongement clairement phallique de sa personne et donc de son identité et de sa sexualité. Pour moi, c'est le moment où vraiment tu sens qu'il bascule vers elle me trouble. Et elle me fait de l'effet, mais je perds mes moyens. J'ai une licence en psychoclinique, hein, respectez-moi. Oui, non, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, il y a un moment comme ça plus tard où carrément il voit la meuf et il réagit comme un incel qui a jamais, il fait un cri de je ne sais pas quoi faire, je sais pas, c'est trop pour moi. On voit que c'est trop pour lui. C'est justement ce que je trouve intéressant et que les gens n'ont pas aimé dans le 2, c'est que je trouve que on va loin dans la caractérisation des personnages et quelque part, on les humanise beaucoup plus que dans le premier parce que tu vois un Leatherface qui est justement, qui est pas habitué à avoir des émois amoureux, qui est troublé par ça, qui du coup essaye de la protéger, d'aller complètement contre sa nature, et ça donne vraiment une consistance à ce personnage-là qu'on retrouve plus du tout dans les 5 ou 6 suites qu'il y a eu et même précédant justement l'opus originel. Donc moi je trouve que ça donne énormément de puissance à cette suite. J'entends, et je trouve ça c'est juste comme analyse. Ils embarquent le mec, il pique son chapeau. Là, au lieu de fuir, elle décide, parce que vraiment elle doit bien aimer LG, mais c'est peut-être dommage. Enfin, non, je sais même pas si elle a vu qui. Je comprends pas pourquoi elle les suit à la base, mais bon. Non, mais personne ne comprend, hein. C'est pas très logique ce moment où elle a envie de les suivre. Mais tu te dis, allez, vas-y, viens, on les suit. Donc ils vont dans un endroit qui est un espèce de parc d'attractions chelou, et en fait, elle se fait suivre à un moment. Elle arrête la bagnole, elle commence à être à pied, elle se fait suivre par un mec en bagnole, et là on se dit qui c'est. Et il se trouve, parce qu'elle flippe, elle ne sait pas qui c'est, il se trouve que c'est Denis Hopper. Et pourquoi il est là? On ne sait pas, elle a peur, et elle fonce sur une trappe, et il y a une trappe qui s'ouvre. Et en fait, là, elle est à 2 doigts de tomber, et il lui dit, non, mais en fait, je t'ai niqué, je me suis servi de toi comme un appât. Donc, ce qui n'est pas très sympa de base. Pas cool. Et là, encore moins cool, il lui dit, mais t'inquiète pas, t'es coincé dans une trappe, tu vas tomber, mais je vais te tendre la main, ou plutôt, je vais te tendre une main de squelette dégueu qui a toutes les chances de craquer. Alors, c'est pas gratuit non plus, hein. C'est quand même parce qu'il devait se dire, je vais être un peu court juste avec mon bras, donc du coup, je m'ajoute un bras supplémentaire quelque part pour avoir un peu de mou et de tirer. Mais il y a zéro chance. Il y a très peu de chances que justement un bras de squelette qui n'a pas l'air justement en plus de la première heure puisse tenir le rythme d'un poids d'humain qui a gardé sa chair autour de lui, hein. Donc effectivement, c'était pas la meilleure stratégie. Après, elle tombe dans un trou un peu à Alice au pays des merveilles, hein, sauf que là, c'est plus Alice au pays des jeux d'oreilles parce que elle va passer un très mauvais moment par la suite. Mais ouais, on sent le côté Lewis Carrollien, je l'ai trouvé assez présent dans cette scène qui est assez jolie. Alors voilà, chacun son esthétisme qui le touche, mais moi j'ai trouvé ça joli personnellement. Mais j'ai trouvé ça pas mal aussi. Je trouve que le travail sur le set de tout ce qui va être le souterrain qui ressemble à un train fantôme est vachement bien. Mais bon. Ah oui, moi je trouve ça complètement taré. Après, moi clairement, pour ceux qui vont le voir, et j'espère que vous serez nombreux, la déco d'intérieur de tout ce qui se passe en dessous, j'aimerais avoir la même chez moi. Après, malheureusement, la justice française n'est pas prête pour ma vision de l'art déco, mais sincèrement, c'est d'une beauté incroyable. Moi, c'est vrai que je trouvais ça fabuleux, mais c'est pareil, on n'a pas la même vision qu'avec certaines personnes. Par exemple, moi, avec ma meuf, j'arrêtais pas de lui dire, c'est bien fait, il est beau le set. Elle me disait, oui, beau comment? Moi, j'étais, non, mais c'est beau quand même, c'est bien foutu, quoi. Elle était pas d'accord. Mais... Après, ça, c'est les mentalités Ikea, on peut pas les sortir de leur carcan. Oui, voilà, elle est dans le feng shui, elle est dans le truc, alors que moi, je suis dans le amas de sang. Mais bon, écoute, un jour, on fera une coloc et les gens seront ravis de venir faire un tour dans notre ride. Donc, elle se retrouve. Alors, il faut qu'on accélère, je suis désolé, mais je vais vite. Elle se retrouve. Mais pourtant, celle-là, c'est mon passage préféré du film. Elle se retrouve dans une pièce et Leatherface la voit. Et non, avant qu'elle la voie, elle se planque et elle voit Leatherface avec le gars qui n'est pas mort encore, LG, et il commence encore à lui bourriner la gueule et à lui enlever toute la peau. Et là,
il enlève toute la peau du visage du mec et se met à le remettre sur sa gueule à lui, qui est déjà une peau d'un autre visage dégueu. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme, hein, quelque part. Chaud, vraiment très glauque comme passage. Là, on se dit comment ils vont faire plus glauque. Sauf que là, elle le voit. Lui, il la voit. Il sait pas comment réagir parce que c'est là son truc d'incel. Il fait une meuf, je sais pas quoi faire. Mais il veut pas que les autres l'entendent. Et là, il va la voir en mode trop bizarre en faisant des bruits de Leatherface. Je sais pas ce qui se passe. Et il lui met le visage du mec sur la gueule et le chapeau du mec. Et là, c'est glauque au max. Mais pour faire plus glauque, et là pour moi c'est un des passages les plus glauques, c'est à ce moment-là que j'ai dit, c'est sûr qu'on le fait dans le podcast, il la lève, elle a, je rappelle, le visage de son pote collé plus son chapeau, et Leatherface se met à danser avec elle en chantant, c'est horrible. Mais c'est romantique, c'est sa vision du romantisme à Leatherface, il a pas des bases très normales, donc pour lui déjà... Il y a un côté, écoute, voilà, une petite danse, après peut-être un petit repas. On ne sait pas exactement quelle pourrait être la suite, mais c'est vrai que les intentions romantiques du perso, elles sont pour la première fois et unique fois, hein, d'ailleurs de la saga mise en avant, parce que il y a un romantisme alors particulier, mais il y a un moment d'échange fort avec cette personne-là, et on se demande même, enfin moi de mon côté, ça m'a un peu troublé parce que quelque part pour moi, mais c'est mon analyse, il a fait en sorte que cette personne lui ressemble. Parce que du coup, elle aussi, elle est comme lui, elle a un masque en peau d'humain, et du coup, c'est une sorte d'acceptation et on est de la même famille, et donc du coup, peut-être qu'on pourrait s'aimer. C'est très beau. Il y a un côté. J'ai écrit, on est entre Elephant Man et La La Land, mais aussi. Ah bah c'est ça. C'est un très bon doublon. C'est très dur. Et donc du coup là, il entend le bruit des autres, donc il décide de l'attacher et de se barrer et de pas dire aux autres qu'elle est là. Là, elle veut s'enlever le visage, mais elle peut pas. Et du coup, c'est horrible. Et là, son pote LG en fait n'est pas mort, débarque devant elle. Sans peau, il est horrible et il lui dit « N'aie pas peur », ce qui va être compliqué. Et il essaie de la libérer, mais il galère trop parce qu'il est totalement amoché et sans peau. Il finit pas y arriver. Au moment où il arrive à la libérer de ses liens avec un couteau, il s'écroule totalement. Donc c'est bon, là c'est fini, il est enfin fini. Sympa, LG quand même, dans son dernier souffle, il a réussi à la libérer. Surtout qu'il a quand même, du coup, une des meilleures histoires à raconter en enfer. Il a eu la surprise incroyable de voir sa gueule sur quelqu'un d'autre, ce qui est quand même très très rare dans l'histoire de l'humanité. Hein. Donc déjà, voilà, dans le cinéma d'horreur, on est sur quelque chose d'assez original. Et c'est assez affreux. Du coup, elle est triste et quand même, vu qu'il est mort, elle enlève le visage, hein, et puis elle lui remet son visage et son chapeau et elle lui dit. C'est pas hyper bien replacé, mais c'est l'intention qui compte. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas voilà, ça déborde. Mais voilà. Et c'est fort, hein, parce que d'habitude on ferme les yeux d'un défunt, là elle ferme son visage, tu vois. C'est quand même une grosse étape dans l'acceptation funéraire. Donc elle sort, elle tombe sur la pièce principale un peu bizarre. Là, elle voit le père fou qui s'agace, que tout tombe, que c'est n'importe quoi, alors qu'en fait c'est Dennis Hopper qui casse tout. Et puis il accuse Leatherface, et alors que c'est Dennis Hopper. Le frère fou, lui, danse avec un cadavre, puisque c'est ce qu'on fait souvent. Et là, il y a Dennis Hopper on voit Dennis Hopper totalement possédé, qui dit « Shake it all out, break it all out, bury the devil ». Bon, on va tout péter et on va enterrer le diable. Voilà. Oui, c'est ça. Il est dans une entreprise de démolition, là, cérébralement, de toute façon. Voilà, il a déjà commencé avec le sous-sol parce qu'il est vraiment, il détruit tout avec la tronçonneuse. Hein. Oui, mais c'est un suicide. Un petit peu de relief. Ouais, c'est un suicide. Il sait qu'il va y passer aussi et il s'en fout. C'est ça, il s'en fout. La meuf s'échappe, il la repère et du coup, le père la repère et envoie Leatherface à sa poursuite. Le père la part en couille totalement, crie un discours chelou sur les impôts, les feignants. Alors, il faut savoir que ces dialogues-là, justement, du personnage de Drayton, pour avoir vu pas mal de making-of et tout, sont pour la plupart du temps improvisés. Hein. C'est pour ça que du coup, on sent que c'est pas toujours très cohérent dans ce qu'il dit, mais ça va avec le perso, donc ça fonctionne bien. Ah ouais, mais c'est encore pire si c'est improvisé, parce qu'il est vraiment malade. Pendant ce temps, l'autre frère fou, bon ben, vous connaissez, hein, il danse avec des cadavres, il se gratte la plaque. Hein, y a rien la base.
Voilà. Et à un moment, Dennis Hopper tombe sur un squelette dans une chaise et reconnaît son frère. Donc là, il est bien sûr que c'est ces salopards et il est encore plus vénère. Elle, la meuf, elle tombe sur Leatherface, qui finit par la choper, qui nous refait 3 fois le Leatherface move, quand même. Elles sont spéciales. C'est là où j'ai noté c'est trop, même si j'aime bien, c'est trop. Voilà. Et à ce moment-là, elle tombe enfin sur Dennis Hopper, donc on dit qu'elle elle va être sauvée. Et en fait, il y a lui, à force de tout péter, et ben évidemment, le plafond se brise devant elle et elle est coincée. Et du coup, elle est totalement bloquée et il y a Leatherface devant elle et elle dit si tu veux, on peut en parler. Ouais. Ce qui est bizarre. Ouais, là, vraiment, face à la mort, après, tu tentes plein de trucs. Donc, effectivement, est-ce que la possibilité d'un dialogue avec Leatherface est possible? C'est quand même assez compliqué vu le QI qu'il a l'air d'exhiber en fait à chaque mouvement. Du coup, là, il y a le père qui arrive et qui dit mais c'est pas possible, elle est pas morte, mais t'es vraiment un branquignol, mon pote. On te demande un truc, buter la connasse, c'est quand même pas compliqué. Et du coup, là, le frère dit non mais c'est bon, il est amoureux d'elle, donc il commence à se foutre de sa gueule, genre il est amoureux d'elle. C'est pas sympa. Et là, il y a la meilleure quote du film que moi j'avais notée, mais je me suis aperçu après que sur IMDb c'était la plus grosse quote. Oui. Alors en français, la traduction c'est c'est le sexe. Tu veux savoir quelque chose sur le sexe? Non, d'abord il lui demande est-ce que tu veux savoir quelque chose sur le sexe? Il lui dit demande-moi, comme si c'était le gars à qui on pouvait demander un truc quoi. Et là, le frère dit burn her like a rat, brûle-la comme un rat. Et là, le père sort la punchline you got one choice, sex or the soul. Sex is nobody knows, but the soul is family. Is family, évidemment, la tronçonneuse c'est la famille. La famille avant tout, le sexe ça passe, mais une bonne tronçonneuse dans les mains, ça noue des rapports forts. J'adore. Donc la traduction, t'as qu'un choix, le sexe ou la tronçonneuse. Le sexe c'est, on sait pas, mais la tronçonneuse c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. C'est un autre type de Sissi la famille, tu vois, un peu plus 86 dans l'esprit, mais un peu plus puissant. Donc là, Leatherface, il est il kidnappe la meuf. Leatherface, lui, il est trop mal. Il se frappe la tête, mais très doucement contre un truc. On se dit que par rapport aux douleurs qu'il est capable d'infliger, c'est quand même léger. Mais voilà. Et là, le père dit qu'il veut appeler le grand-père. Et là, on se dit, oulala, vu la forme où ils ont, le grand-père, il doit être un peu dégueu. Et là, pour la kidnapper, le frère fou avec la plaque assomme la fille avec le mannequin horrible. Il l'assomme avec un cadavre. Oui, ce qui est pas très sympathique, mais du coup qui est intéressant dans le côté un peu traumatisant et vicieux du moment. Donc c'est bien vu parce que c'est malin. C'est malin, on s'y attend pas. Et même elle a dû se dire vous avez fait beaucoup de choses pas très sympas, mais là on est dans un step vraiment très intéressant. Voilà, c'est glauquissime, ça refait penser à la scène du premier. Elle se retrouve attachée. C'est clairement la scène du premier en un peu plus acidulé et coloré. Acidulé et coloré, pas bubblegum, on n'est pas encore sur un esprit. Non, mais la déco amène un truc un petit peu quand même régressif, enfantin, rigolo. Donc elle est attachée, elle a peur évidemment. Là, le père part dans un discours fou et ils amènent le grand-père. Et le grand-père, donc, c'est Bouteflika en gros. Il arrive sur un vieux monsieur de 130 ans, donc effectivement, on a du mal à être enfant. Il arrive sur une chaise roulante et effectivement, il pète pas la forme. Mais le fait qu'il est vivant aussi. Et il est en costume. Et Leatherface aussi s'est mis en costume. Ça fait un peu repas du dimanche. Oui. D'ailleurs, je trouve que c'est un des meilleurs cosplays J'ai regardé d'ailleurs, j'ai trouvé pour acheter la cravate sur Etsy pour pouvoir pour être Leatherface en costume à Halloween. Très bien. Avec un petit tablier quand même. Faut pas oublier le tablier. Non, mais justement là, il a pas le tablier, non, il est juste. Non, là il est beau. Là il est beau gosse. Mais on peut avoir les deux, tu vois. On peut se dire si jamais à un moment on est sur s'il fait les Oscars, il prend le côté costard. Après, pour le côté dimanche à la campagne, il peut repartir un petit peu sur la base. En tout cas, moi, mon costume d'Halloween est tout trouvé. Ça sera Leatherface en costume. Je trouve trop classe. C'est vrai. Moi, je suis assez fan aussi de ce côté justement un peu habillé. Dennis Hopper débarque juste au moment pour. Ah non, parce qu'avant, j'ai pas dit. Donc ils essayent pour rendre honneur au grand-père de faire à ce vieux débris. Ils veulent qu'il tape la meuf à coups de marteau. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne au marteau. Et normalement, c'est un seul coup
et c'est fini, parce que c'était un petit peu son fait d'arme, d'après ce qu'on comprend. Bon, là, à 130 piges, un seul coup, c'est compliqué, dans le sens où déjà, viser une partie assez proche de la tête, ça prend du temps. C'est un peu la chance de la meuf qu'il n'arrive pas exactement à la taper, mais un peu de temps. Et Je alors, sais pas, parce que du point de vue de la victime, tu peux aussi te dire c'est long, hein, si on pouvait faire en sorte que ça se termine vite, parce que vraiment, en termes de stress, là, je suis pas au max. c'est vrai que c'est pas ouf. Mais il y a Dennis Hopper qui arrive, Ah. qui saute beaucoup trop haut. J'ai mis pause pour savoir si c'était une doublure ou pas, mais parce qu'il y a un plan qui cut, mais on dirait que c'est quand même lui qui saute. Bon. C'est fort possible que ce soit lui, hein. Tu sais, la drogue fait faire des choses assez fous au physique. Il arrive et il balance un petit boys, boys, boys. Qui m'a rappelé Sabrina, très sincèrement. Vraiment, je me suis dit, alors attends, qui l'a piqué à l'autre? Je sais plus, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais pour moi, c'est l'un des deux a fait un hommage à l'autre. Ça, c'est mon point de vue. Là, le père répond, en Amérique, on débarque pas chez les gens en chantant. Parce qu'arriver avec une tronçonneuse tout pété, ça va, mais en chantant, Ah oui. non. Qui peut être un bon coup de pied dans toutes les comédies musicales qui ont été faites. Là, j'ai bien rigolé parce que Dennis Hopper, totalement possédé, dit I'm the Lord of Harvest, je suis le seigneur de la moisson. Et Oui. le père répond, c'est qui ça? Un nouveau traiteur bio. Ce qui me fait rire. Déjà une saillie anti-végétarienne. Mais en général, quand les mecs possédés disent un truc religieux et que quelqu'un se fout de leur gueule, ça me fait hurler de rire. Le Eh procédé oui, ça marche. est utilisé dans le dernier Tarantino, où le mec dit quitter, il dit I'm the devil and I come to do the devil work. Et Brad Pitt lui regarde, fait non, c'est pas ça. Et à chaque fois, je me marre. Quelle incroyable vanne, putain. Surtout que c'est vraiment ce qu'il disait en vrai, ce trou du cul. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas. C'est le timing de. Enfin, c'est tellement drôle. Donc là, il y a ce qu'on voulait voir depuis le début, je crois, qu'on savait pas qu'on avait besoin de voir dans notre vie, mais qui est quand même un combat de tronçonneuse entre Dennis Hopper et Leatherface. Si, on a forcément besoin de ça. Qui nous rappelle les meilleurs moments de KPDP. Hein, mais... Ah bah c'est autre chose que l'escrime au JO, effectivement. Là, c'est ça vraiment... voit un peu plus fort. Là, il se passe des trucs. Là, mon taux orgasmique de geek de ce genre de truc était... Là, j'avais le film, enfin pour moi c'était parfait. Parce que là, en le revoyant, ça allait en accélérant un peu, mais c'était le moment où je me faisais un peu chier dans le film 10 minutes avant. Mais là, bon, on a quand même tout. On est bien. Puis à un moment, ça part aussi en double tronçonneuse. Hein, faut pas l'envoyer. À un moment, double tronçonneuse contre l'héroïne. Non, oui, c'est ça. Pendant que l'héroïne, elle essaye d'échapper à Chop Top. Double tronçonneuse, c'est pas tous les jours. Donc là, il y a trois trucs en fait. Il y a le père qui est sous la table, qui est planqué, qui fait une vieille blague dégueulasse sur les hémorroïdes que je vous épargne, parce que je me rappelle même plus exactement ce que c'est, qui chope un cadavre pour trouver une grenade dedans. Donc ça, ça c'est d'un côté. D'un autre côté, combat de tronçonneuse. Ok, et d'un autre côté, la meuf se barre et se fait poursuivre par le frère fou. On a ces trois trucs en alternance. Donc là, c'est quand même assez dingue. Triple action, c'est beaucoup plus que dentifrice. Là, il se passe quelque chose d'assez incroyable à l'image. Ça sent la fin du film, ça pète et tout. Finalement, ce qui se passe, c'est que c'est le grand-père, parce qu'on a une quatrième action du grand-père qui enfin se lève de son putain de fauteuil, chope un marteau, balance le marteau en essayant de tuer Dennis Hopper qui s'attaque à son petit-fils, sauf que ça arrive dans la gueule de Leatherface. Et là, c'est un cartoon, c'est-à-dire que marteau dans la gueule, Leatherface chute et fait tomber sa tronçonneuse qui atterrit dans le cul de son père, qui lui-même va lâcher la grenade, et du coup, tout le monde est mort. Ouais, c'est une des plus belles réactions en chaîne de l'histoire de l'humanité, vraiment. Magnifique, vraiment un effet domino superbe. Et pendant ce temps, donc on se dit merde. Donc du coup, Dennis Hopper crève comme une merde dans ce film. En même temps, il avait vraiment tout fait pour se suicider. Oui. Je pense que sa vie n'avait aucun autre but. Donc au final, c'est ce qu'il voulait hein, quand il est heureux. Moi, je pense qu'il est heureux en enfer. Tout se passe bien. La meuf se barre, on se dit que c'est fini, mais elle est quand même poursuivie par le frère fou. Elle se retrouve à l'extérieur, donc on voit le jour, ça doit faire 40 minutes dans le film qu'on n'a pas vu le jour. C'est une espèce de montagne bizarre, de parc d'attractions, où elle grimpe. Petit à petit, elle se fait poursuivre par le frère qui lui met des petits coups de couteau dans les chevilles, qui est assez relou, qui ne meurt jamais en prenant pas mal de coups de latte pourtant. C'est vrai qu'elle se fait polytaillader dans tous les sens, mais elle est solide, hein. Elle est très très solide. Elle finit par se retrouver tout en haut d'un truc et là, il y a le cadavre de la grand-mère un squelette de grand-mère avec une tronçonneuse dans un fauteuil roulant. Alors je mets un bémol à ça, c'est pas le cadavre de la grand-mère, c'est la grand-mère, elle est pas morte. Hein. Ah c'est la grand-mère, oui, elle est pas morte, elle a l'air quand même très morte. Hein. Ah bah comme son mari quoi, effectivement. Non, beaucoup plus, elle est plus en squelette que le mari. Ah pour moi ça a pas... Ouais, allez vas-y. Ouais. Ça m'a pas choqué plus que ça. Moi, je me suis dit, ils ont peut-être 5-10 ans de différence, mais c'est pas
Parce qu'elle a vraiment pas l'air morte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hurlé de rire, parce que donc le gars arrive derrière elle. Elle voit la tronçon, elle est dans une pièce fermée. Elle se dit, bon, moi, je vais la prendre. Donc, elle arrache la tronçonneuse de la grand-mère. Et là, le mec dit, salope, tu l'as tuée. Alors que bon, je pense qu'elle était quand même. Moi j'ai rigolé, parce que pour moi, elle était morte en vrai. Hein. Non. C'est pour ça qu'il lui dit ça. Elle n'était pas morte. Alors, elle n'était pas au maximum de l'existence. Mais peut-être que des fois, elle clignait des yeux. Enfin, il y avait une communication. Hein. Pour ceux qui ont vu Scaphandre et le papillon, ça se trouve, il se passait des trucs entre elle et ses gosses. Bon là, le meurtrier du Vietnam, c'est pas le meilleur du monde parce que pendant qu'elle essaie d'allumer la tronçonneuse, il lui met des petits coups de couteau, mais pas assez pour la tuer, juste pour faire chier, mais pas assez pour la tuer. Puis finalement, ça démarre, elle le défonce, et puis fin du film, en gros. Ah bah pas que ça, c'est quand même, elle le défonce et il y a une scène miroir du premier, sauf que cette fois-ci, c'est justement le figure de la femme qui triomphe parce que c'est à peu près la même danse que celle de Leatherface dans le premier, sauf que là, elle vient de vaincre l'image macho qui exhibe sa bite en métal, si tu veux. Pour moi, c'est cette victoire-là, justement, de s'en être sortie. C'est une sorte de deuxième replay, mais pas dans l'espace, plus dans le désert. Quoi. Voilà. Alors très bien. Désolé, j'ai dû accélérer parce qu'il me reste que 5 minutes. Donc, en même temps, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Moi, le seul truc que j'ajouterais, c'est ce que j'ai plus ou moins dit. C'est assez moderne, mine de rien. C'est parce que justement le film peut pas être daté tellement il était déjà pas datable à l'époque de mon ressenti. Donc si vous le matez maintenant, effectivement il n'y a pas que des qualités aussi fortes que dans le premier, mais c'est fun à crever. Ah, c'est fun. Il y a des scènes hyper dark et un petit peu choquantes pour le coup. Alors. Et c'est vrai que ça part très fort. La scène dont on parlait du début sur le pick-up, elle démarre au bout de 3 minutes. Donc on n'a pas le temps, ça débande quasiment pas, à part des mini ventres mous mais très légers. Et ouais, c'est un vrai bon film 80s qui était avant-gardiste. Franchement, oui, j'avais pas vu les 2-3 trucs un petit peu de messages et là tu me les rajoutes. En le revoyant, je le trouve vraiment fun, tout petit coup de mou. C'est vrai, mais note de Fucked Up Movies déjà 8 sur 10, tranquille. Et note de film 6,5, 7 quoi. Je trouve que sans problème, parce que justement, c'était une époque où dans les années 80, on pouvait aller loin justement dans ce que sont proposés dans les films d'horreur. On sent que c'est jamais formaté et du coup, on n'est pas dans le cahier des charges d'un jumpscare toutes les 10 minutes et tout. Ça veut pas forcément raconter 1000 choses, mais par contre, c'est ce qu'on disait par rapport à la Canon et par rapport à Toby Hooper en général, c'est hyper généreux et vous en aurez vraiment pour vos rétines. Ah ouais, c'est drôle et de toute façon, on fera jamais plus glauque que La La Land Elephant Man, le moment où il danse avec la peau. Enfin, c'est un des moments les plus bizarres que j'ai vu dans un film. C'est retournant, hein. C'est assez déstabilisant. Donc ouais. Rien que pour cette scène-là, effectivement, et pour le pull jaune quand même, qui aussi risque de vous amener des moments assez vomitifs, foncez et vous serez absolument pas déçus. Arrow, là sur son portail, je sais pas si on avait parlé la dernière fois. Il y a des copies vraiment qui rendent image à la photo du film. Donc foncez et vous allez vous régaler. Bon, alors désolé, j'ai dû accélérer parce que j'ai promis un rendez-vous à une personne. Voilà. Très sincèrement, je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire en étant le plus dense et non exhaustif possible. Eh bien écoute, c'est un plaisir, on n'aurait pas dû attendre aussi longtemps. J'espère qu'on revient très très vite avec Swallow ou autre chose et avec un invité. Ou une invitée, d'ailleurs une invitée ça serait vraiment pas mal. Ouais, ça peut être cool, moi j'ai 2-3 idées à te proposer aussi par rapport aux invités en filles, donc on en reparle avec plaisir. Et puis c'est pareil, tiens, si jamais vous avez des idées d'invités on pourrait justement amener dans le podcast, balancez-les dans les commentaires, comme d'hab, vous notez, vous partagez, vous dansez la joie et vous nous dites ce que vous en pensez de manière hyper positive. Ouais, vos commentaires étaient très cool et tous les retours, tous les partages nous font plaisir. Un podcast au début a besoin de gens. Celui-là est particulièrement niché, donc on sait que les balancer sur nos pages générales, ça va forcément faire plein de gens qui de base ne doivent pas être intéressés. Donc c'est aux petits geeks qui aiment ça de faire en sorte que ça marche. Mais on a déjà des très bons chiffres d'écoute et beaucoup d'abonnements, donc ça fait très plaisir. Ça nous encourage à faire plus et moi j'ai très envie en tout cas. Moi aussi, et du coup, là, je pense qu'on pourra essayer d'avoir une plus grosse régularité et que tout le monde sera content. Parfait. Et sinon, les spectacles, Dedo, ça va reprendre. Moi, c'est tous les mercredis au point virgule, et puis voilà. Dedo, toi, ouais. Moi, c'est la tournée un peu partout. Allez sur nos pages, les Twitter, les Facebook, et puis au cas où, les Princesses Leia aussi, 17 et 18 septembre à la Maroquinerie pour ceux que ça intéresse. Et oui, je vais essayer de venir. Tiens. Tiens, viens, vas-y, viens. Ouais, très envie. Mets des pogos dans la gueule. Parfait, ça va manquer aussi. Eh bien, à très bientôt, messieurs, dames, et à très bientôt des deux. À vite tout le monde, ciao Urbain. Salut.